Bonjour et bienvenue sur Maîtrise financière, dialogue décisif. Je suis Jennifer Tchakouté, consultante en pilotage financier. J'accompagne les entreprises à optimiser leur rentabilité en allant identifier où est-ce qu'il y a des fuites financières d'un point de vue financier et opérationnel. Mes invités vous apporteront de la valeur pour aller identifier où est-ce qu'il y a des fuites financières et comment les colmater. C'est parti. Bonjour. Alors, imaginez une entreprise où les managers ne parviennent pas à motiver leurs équipes, entraînant une augmentation du taux de turnover et de l'absentéisme. Cela conduit à des pertes financières importantes dues à la baisse de productivité et à l'augmentation des coûts de recrutement. Une gestion humaine efficace peut transformer ces défis en opportunités. Christian Second, spécialiste en management 3.0 et leadership relationnel, il est, je cite, un transformateur d'organisation vers l'innovation et la performance. Christian, au départ, a monté un certain nombre d'entreprises. Il a fait une gestion des talents au sein de celle-ci. Il a expérimenté différentes choses qui a fait que les personnes étaient au bon endroit, au bon moment, et cela a amélioré la productivité et donc la rentabilité des entreprises. C'est donc tout naturellement que je l'ai invité. Il va nous montrer comment une optimisation de la gestion des ressources humaines peut améliorer la performance financière et opérationnelle d'une entreprise. Bonjour Christian. Bonjour Jennifer. Alors, nous allons donc aujourd'hui explorer la gestion des ressources humaines, un élément clé, vous l'avez compris, de l'efficacité organisationnelle et de la rentabilité. Ma première question pour toi aujourd'hui, Christian, est quelles sont les erreurs les plus fréquentes que tu peux observer chez les managers en termes de gestion humaine et comment cela peut-il impacter les finances de l'entreprise? Ben écoute, par rapport à cette question, une chose qui me revient tout de suite à l'esprit, c'est le style de management, le style de leadership qu'on a. Parce que quand on a 10 personnes, 20 personnes, il y a 20 fois 20 façons de manager différemment. Chaque personne est unique et c'est là où le bas blesse parce que parfois, les managers n'ont pas, ou les leaders, peu importe, les dirigeants n'ont pas conscience de ce panel, de ce panaché de profils, et ils adaptent toujours un style similaire. Et ça, c'est la grande difficulté, c'est de pouvoir développer en tant que manager une certaine mobilité, dans le sens mobilité managériale, son style de leadership spécifique à chacune des personnes. Bien sûr, on en a un qui est prépondérant et qui est nécessaire, mais comme on manage des gens, il faut vraiment s'adapter à ça et pouvoir communiquer, parce qu'en fin de compte, si on s'adapte pas, on peut pas communiquer, on n'écoute pas, et on passe dans un management un peu dictatorial, on pourrait dire, et je pense pas que ce soit la meilleure chose aujourd'hui. En fin de compte, ces personnes ne recherchent ça. Et alors, ça dépend des situations, bien sûr, mais globalement, et moi, je suis pour la co-création, la collaboration, en fin de compte, d'amener les gens en partenariat avec le management. Parce qu'un manager sans collaborateur ne sert pas à grand-chose et inversement non plus. Donc, c'est vraiment une équipe, l'esprit d'équipe qu'il faut développer là-dessus. Et si c'est bien fait, si on adapte notre style de management, ben, les collaborateurs sont respectés, engagés. Enfin, il y a toute cette alchimie qui se crée et ça permet de fidéliser. Donc, on réduit forcément les coûts, puisqu'un collaborateur qui part, autre chose, ben, ça coûte vite très cher parce qu'il faut reformer, il faut réengager, enfin, toutes ces choses qu'on connaît un petit peu, quoi, aujourd'hui. Et j'aurais envie de rebondir en fait sur le fait que c'est d'autant plus vrai avec ce mix de générations, les générations Z, les générations, enfin bref, on a toute forme de génération et aujourd'hui elles sont toutes dans les entreprises et on ne parle pas à une personne plus de nos âges, on va dire plus de 45 ans, de la même manière qu'à une personne de 20-25 ans où c'est pas du tout les mêmes choses, les mêmes attentes, où nous avant c'était pas marche ou crève, mais finalement, on te dit de faire ça, tu le fais, point barre, et tu avances et tu fais ce qu'on te dit, alors que les autres ont plus besoin de sens, de comprendre, enfin, on ne les manage pas de la même manière. Non, effectivement, je pense qu'il faut justement avoir plusieurs outils dans sa boîte à outils de communication, de management. Et par rapport à mon expérience, moi je côtoie les entreprises, bah, effectivement, il y a quelques lacunes qu'il faudrait combler en fait là-dessus, parce que c'est ça où le bas blesse. On parle tous le français, on va dire, mais personne ne se comprend. Et là-dedans, il faut vraiment, effectivement, les générations. C'est en fait quand il faut développer cette empathie, cette écoute. Et très souvent, le management, c'est convaincre l'autre de faire quelque chose, alors qu'aujourd'hui, pour moi, c'est comprendre l'autre pour faire quelque chose. Donc, on est plutôt dans la compréhension de l'autre que la conviction de l'autre, enfin, le convaincre ou l'amener à.
on est vraiment dans cette coopération, cette co-création. On est ensemble pour faire quelque chose et les générations X, Y, Z, etc., ce qu'on veut. Mais l'être humain, par définition, a besoin de cette compréhension. Simplement, à l'époque, on avait instauré un mode de management, je dirais, simple, peut-être un peu militaire. Ça a du bon aussi, hein. Ça dépend le secteur d'activité d'entreprise. Mais globalement, aujourd'hui, il y a une recherche de sens, on se pose un petit peu plus de questions. Et c'est là où les quinquas, hein, les anciens, ceux qui sont mûrs, qui parfois managent des gens plus jeunes, et c'est là où il y a un décalage parce que on a des mêmes valeurs, mais on ne les pratique pas la même chose. Et c'est là où ça peut coincer et le manager dit « Ah, c'est jeune, ça va pas, ils veulent pas travailler », c'est pas vrai. Ils veulent travailler, mais autrement que nous. Et donc, on doit s'adapter, en tout cas trouver... C'est pour ça que la compréhension de l'autre est importante. Alors, moi j'ai des managers et j'ai pas le temps de comprendre l'autre. Je dis « Ben alors, prenez pas de collaborateurs. » Parce que sinon, on ne va pas y arriver. Non, mais il faut écouter ce que l'autre a besoin et ça commence dès l'engagement. Hein. Enfin, c'est assez important. En tout cas, pour ça, pour moi, c'est vital pour fonctionner hier aussi, mais aujourd'hui encore peut-être plus, où c'est peut-être plus mis en exergue par les nouvelles générations et c'est tant mieux, je pense, parce qu'on amène peut-être plus d'humanité et plus d'écoute. Et certains, comme je dis, disent « Ah, j'ai pas le temps d'écouter, je suis pas psy. » Non, vous êtes entrepreneur, donc vous avez besoin de ressources humaine pour faire fonctionner votre entreprise. Et si vous n'en avez pas, il n'y a pas de boîte, quoi. Ça se fait pas tout seul. Donc voilà. Mais du coup, ça fait donc faire cela, être à l'écoute, aller comprendre le besoin de l'autre, va donc nous permettre d'avoir une réduction finalement de l'absentéisme et puis une optimisation aussi du temps de travail, parce qu'une personne, elle sera beaucoup plus motivée, je pense. Donc selon toi, comment donc cette optimisation du temps de travail et la réduction de l'absentéisme peuvent-elles en fait se traduire par des gains financiers pour l'entreprise? Moi, j'ai ma petite idée, mais dis-nous. Ouais, j'imagine. Non, mais c'est clair, si on réduit l'absentéisme, les gens sont évidemment présents, normalement. Alors après, il faut faire attention parce que dans le présence, il y a aussi la présence, il y a aussi le présentéisme, hein, qui est statistiquement 4 fois supérieur à l'absentéisme. Hein, donc, il faut aussi prendre ça en considération. Mais si on prend simplement la chose, c'est que l'absentéisme, évidemment, la personne n'est pas là, donc le travail n'est pas fait. Et que si elle est là, le travail est fait. Si plus on a de ressources, plus on peut fournir quelque chose. Mais les gens sont présents parce que le travail a un sens pour eux, à quelque part. Et c'est plus pour la gloriole, c'est vraiment, il faut vraiment travailler sur le sens et la compréhension de l'autre et pas simplement tais-toi et marche, où tu disais avant marche ou crève, il y a le tais-toi et marche, peut-être plus différent, mais c'est le même principe, mais c'est ça, c'est qu'aujourd'hui les gens ils veulent comprendre ce qu'ils font, ils veulent, ah ouais, ok, que ça ait un sens, et typiquement en fonction du secteur d'activité, je sais pas moi, si on a des valeurs de paix et on travaille dans le côté l'armement, ben on ne pourra peut-être pas travailler, et c'est vraiment ça, on doit comprendre ce que les collaborateurs cherchent dans notre entreprise, et ça demande, ils sont pas simplement là pour gagner de l'argent, et c'est tant mieux de nouveau, ils sont là aussi pour se développer, in fine. Ça pas tous, hein, mais moi je suis assez d'avis parce j'ai toujours travaillé sur la longévité de mes collaborateurs. J'ai fidélisé mes collaborateurs. Je suis parti dans cette stratégie où je veux fidéliser les collaborateurs et c'est pas du consommable. Voilà. C'est un peu, c'est cette idée que j'ai développée et que je mets en place dans les entreprises, mais ça demande un changement de paradigme et de style de management on touche beaucoup d'étages, et ça peut peut-être interpeller et faire peur certaines personnes, mais à mon avis, si vous faites rien, si un entrepreneur reste au statu quo, et je suis pas sûr qu'il survive longtemps, et de deux, s'il veut revendre et remettre et valoriser son entreprise, eh ben, s'il n'a pas suivi le trend, eh ben, je pense que c'est dommage. Il va perdre des sous. En fin de compte, il pourra peut-être pas la retransmettre parce que une entreprise qui contient des collaborateurs immobiles, qui ont peur du changement, qui ont peur de tout, eh bien, il n'y a pas beaucoup de repreneurs qui vont se pousser pour racheter cette entreprise. Donc là-dessus, c'est vraiment, je dirais, cet absentéisme, ce turnover, hein, parce qu'on parle aussi de turnover, il faut le maîtriser, mais c'est conditionné par du management adéquat. C'est quoi le management adéquat? Un management actuel, tout simplement. En fin de compte, c'est un management actuel. C'est aussi simple que ça. Beaucoup de gens managent, ils sont sortis des bancs d'école il y a 20 ans ou 30 ans, et même ceux qui sont sortis il y a 10 ans, eh bien, il y a quelques lacunes en termes de leadership et management. Ça tend à se combler, mais ça prendra encore quelques temps. Et c'est pour ça qu'il y a des formations annexes qui permettent d'amener ces éléments, dont j'en ai mis sur place justement une formation pour le management 3.0, le management, le leadership relationnel, parce que pour moi, la relation est primordiale dans le fonctionnement d'une entreprise, mais d'un couple aussi, hein, au hasard.
Non, mais c'est clair qu'on voit souvent des personnes, en fait, partir, pas parce qu'elles n'aiment pas l'entreprise, pas parce qu'elles n'aiment pas leur travail, mais tout simplement parce qu'elles ne s'entendent pas avec leur manager. Donc, in fine, l'entreprise, elle a pris du temps, de l'argent, en fait, pour engager un collaborateur, le former. Donc, même s'il est senior, on doit toujours s'adapter au fonctionnement de l'entreprise. Donc, il n'est pas performant au max de sa performance dès le départ, donc ça prend du temps, on le sait, selon les postes, on sait qu'il va être en plein de ses capacités parfois au bout d'un an, parfois, hein, selon les postes, ça peut même être plus long selon certains postes. Puis si la personne elle part au bout de 2 ans, au bout de 3 ans, bah, du coup le retour sur investissement, il n'aura pas été plein en fait, on aura payé une personne qui n'aura pas été performante jusqu'au bout, alors que si on adapte en fait la façon de penser et de faire dans le management, finalement, on peut continuer à garder une personne dans laquelle on croit et puis la faire croître au sein de son entreprise et puis finalement, ça apporte à tout le monde. Est-ce que c'est ça? Ça, c'est clair. Et comme tu as dit au début, là, en fin de compte, on quitte pas une entreprise, mais on quitte son manager très souvent. C'est la relation qui coince et c'est ça qui fait partir les gens. C'est tout à fait vrai. Et là, le manager a pour moi une responsabilité de mieux faire puisque il a un statut, il a une responsabilité professionnelle certes, mais aussi sociale, et il doit développer ses compétences relationnelles. En fin de compte, on parlait beaucoup d'émotionnel, mais c'est peut-être plus compliqué. Mais relationnel, c'est un fait, en fin de compte, qui vont toucher évidemment le relationnel, mais ces compétences-là, il doit les développer. Et moi, je dirais que ce que je dis aussi toujours aux gens que je forme, je leur dis toujours, vous voulez être un bon manager? Ils me disent, oui, oui, je veux être un bon manager. Je dis, ben, passez par la case quand même développement personnel. Je trouve que c'est important en tant que manager de travailler un peu sur soi pour se connaître un petit peu mieux, pour éviter de faire toujours des projections ou des amalgames. Et se connaître, c'est quand même beaucoup plus, pour moi, plus calme, plus performant en fin de compte et plus serein. Et si vous amenez de la sérénité dans l'entreprise, je pense que c'est tout bénéfique pour tout le monde. Parce qu'on peut vraiment être performant sans forcément être tiraillé de tous les côtés. Mais ça change de paradigme parce que les gens, voilà, et après, il y a d'autres choses qui se cachent derrière. Donc, ce qui est important, en fait, c'est de se connaître. Alors, c'est vrai que quand on parle de développement personnel, très souvent, les chefs d'entreprise, ah, mais on n'a pas le temps, faire ça ailleurs ou quoi que ce soit. Mais ce que j'aime beaucoup dans ce que tu dis, c'est se connaître. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans du développement personnel. Enfin, ça fait partie, mais du coup, ce qu'il faut retenir, c'est que c'est se connaître. Parce qu'en se connaissant soi, on sait comment on réagit à l'autre. Tu parlais de projection. Et in fine, c'est important de se connaître pour mieux savoir comment on réagit par rapport à l'autre aussi également, c'est ça? Oui, tout à fait. Oui, tout à fait. En fait, dans les communications, quand il y a des problèmes, hein, on prend je dirais, la formation du collaborateur. S'il nous dit quelque chose je sais pas, qui nous attaque un peu, parfois, c'est soit on s'en fout, puis on s'en fiche, comme on dit. Et là, on a notre enfant rebelle, ce qu'on appelle. Oh, il est bête, moi je sais mieux, donc je prends ma distance, mais ça résout rien. Ou bien la chose dit, ok, j'entends sa colère ou sa situation, mais on se pose la question, qu'est-ce qui se passe? Quels sont les fondements? Et on essaie de comprendre ce qui se passe chez lui, sans faire le psy, hein, bien sûr, mais au lieu de dire, ah, mais t'as qu'à faire ci ou faire ça, ou c'est comme ci, c'est comme ça, je suis chef, enfin, des trucs un peu bateau, mais quand même relativement récurrents, eh bien, de dire, ok, j'entends ta colère, c'est vrai, mais comment est-ce que je peux t'aider? Voilà, déjà rien que ça. Comment est-ce que je peux t'aider? Parce que jusqu'à produit dentaire, pour moi, quand j'ai managé comme ça mes boîtes, je suis en support à mes collaborateurs. C'est-à-dire, ok, j'ai le pouvoir entre guillemets, mais je suis quand même en support à mes collaborateurs. Je dois les aider à atteindre leur objectif, leur donner les moyens, tant financiers que humains. Donc, dans ce sens, la question elle est tout à fait pertinente en disant, ok, j'entends votre problème, vous êtes fâché sur ça, mais comment est-ce que je peux vous aider? Et là, la personne, elle sort de sa colère, elle dit, ah ben j'ai besoin de 3 personnes de plus parce que le travail que vous m'avez donné, c'est juste pas possible. Je dis, ok, faites-moi, je sais pas, une explication de cahier des charges, enfin, un budget, on rentre en co-création, justement, parce que lui, il connaît le terrain, il connaît ses besoins, moi, j'ai une autre vue, je connais la stratégie, différentes choses, mais voilà, donc ça permet d'avoir cette co-création, en fait, c'est de créer des binômes intelligents et constructifs. C'est pas Allez, c'est pas très très compliqué, mais comme quand on nous attaque, ça nous touche un peu notre ego, puis mon Dieu, qu'est-ce qui se passe? Ben là, on renvoie un peu du tac au tac, et si on se connaît pas, on fait une partie de ping-pong interminable qui se termine par je suis chef globalement, hein, mais tais-toi et marche quoi.
Ou si tu n'es pas content, tu peux aller voir La ailleurs. porte est là. Et moi, voilà, c'est ça. Donc, je ne suis pas sûr que ce soit super constructif, mais après, chacun son style de management avec les conséquences que ça peut impliquer. C'est tout. Il faut juste en assumer on peut tout faire. Comme je dis dans la vie, on peut faire beaucoup de choses. Il faut juste être OK avec les conséquences éventuelles. C'est tout. Ouais. Ok. Alors, quels outils, en fait, ou stratégies est-ce que tu recommanderais aux managers pour améliorer justement l'efficacité dans leurs équipes tout en minimisant les coûts? Là, je parle Ouais, aux entrepreneurs. bien sûr. Ouais, tout à fait. Minimiser Non, les coûts. financièrement, ça, évidemment, ça a un coût. Il faut trouver le ratio, hein, l'équilibre. Mais il y a des outils comme les bilans. Enfin, moi, je travaille beaucoup avec le concept du flow, qui est un équilibre, très très brièvement, mais un équilibre entre le challenge et la compétence. Et c'est de trouver comment la personne vit son travail. Et ça lui permet et ça me permet, enfin, si je suis son manager, ça permet au manager d'identifier les talents principaux, où il s'épanouit, ou quel effort il fait pour faire cette activité, s'il peut le faire. Enfin, ça donne pas mal d'éléments. C'est un peu différent pour d'autres bilans qui sont sur les couleurs, sans nommer de nom, mais où on est vert, on est rouge, bleu, etc. Ce qui est bien aussi, là, on est plutôt dans comment il vit son activité, quel est son potentiel. Et moi, je l'ai utilisé en interne. J'utilise bien pour les clients, mais je l'ai utilisé en interne. Et à l'époque, ce qui m'était pertinent, c'est de dire le collaborateur est sympa, ça fait 5 ans qu'il est chez moi, mais comment il se plaît? Parce que si je lui demande, tu te plais chez moi, 9 fois sur 10, ils vont dire oui, c'est évident. Ils vont pas dire ah non, je m'embête, voilà. Ils vont vraiment dire oui, et des fois, si on n'arrive pas à déceler le vrai du faux, c'est compliqué. Tandis que là, avec l'outil, ça nous permettrait de dire, tiens, ce collaborateur, il a ce talent, et en fait, ce talent est peu exprimé. Chez moi, est-ce que j'en ai besoin? Si j'en ai besoin, et j'ai eu le cas où j'ai dit, mais vous avez ce talent, moi j'aimerais l'exploiter, et comment vous l'exprimez? Puis dire, du coup, on a adapté son cahier des charges, on a modifié son poste pour le garder, mais parce que c'était utile pour la boîte, il y avait un équilibre là-dessus, une pertinence. Et l'outil que j'utilise sur le flow, je le trouve plutôt bien parce qu'il ouvre un champ de questions. Alors ça, c'est sûr que c'est pas t'es comme ça et puis tu seras comme ça, voilà. C'est vraiment dire ton potentiel, il est là et il est exploité aujourd'hui dans ta situation comme ceci. Alors, est-ce qu'il faut changer de boîte ou pas? Et j'ai eu un cas, peut-être pour la petite histoire, j'ai eu même plusieurs cas, mais un cas sur le leadership où la personne, son leadership était violent, il avait besoin de le faire. Et ma boîte, à l'époque, j'étais petit, on était 6, puis je suis désolé, mais j'ai pas de place. Donc, mais par contre, j'ai pu lui exprimer que je pouvais pas le satisfaire et je l'ai invité, ça paraît absurde, mais je l'ai invité à progressivement à réfléchir et à peut-être, si je peux pas lui fournir ça dans un délai raisonnable, de quitter. Et il est parti après une année, et c'était bien parce que je pouvais pas le nourrir correctement et j'ai trouvé intelligent de sa part et courageux aussi, mais je l'ai accompagné dans cette démarche pour qu'il quitte ma boîte, mais parce que je ne pouvais pas l'épanouir. Et puis, 2, 3 ans après, il y a une autre personne qui a eu le même symptôme, si on veut bien, la même chose, où, mince, je me retrouve face à une personne qui a besoin de leadership, et là, on était une petite quinzaine, vingtaine, à peu près. Là, j'ai dit, voilà, c'est parfait. Alors, du coup, lui, je l'ai promu, et je l'ai mis chef d'équipe, etc. Ça m'a permis de le nourrir correctement, et il est resté très longtemps. Donc, les outils que j'utilise sont là pour évaluer les collaborateurs dans le sens, est-ce qu'ils s'épanouissent dans l'entreprise ou pas, et est-ce qu'on peut les satisfaire? Si on peut, c'est génial. Si on peut pas, on est pragmatique et on amène à la réflexion. Ça ne veut pas dire qu'il faut le virer, comme on dit vulgairement, mais est-ce qu'on peut ou pas, et tant qu'il remplit les objectifs, en fin de compte, tant qu'il remplit les objectifs, il vous satisfait, est-ce que c'est raisonnable? Moi, je pense qu'il faut faire attention parce que l'employabilité du collaborateur est mise en jeu. Mais après, c'est une décision personnelle. Tu peux en dire un petit peu plus là-dessus? Sur Sur cette... l'employabilité ou Ouais, sur ben, l'employabilité. en fin de compte, globalement, si on ne s'épanouit pas au travail, il y a de fortes chances que votre employabilité s'atténue au fil du temps, sa motivation, enfin tout ce qui va avec. Et in fine, si imaginons que vous êtes dans votre travail, tout va bien, vous gagnez bien votre argent, mais sur le long terme, vous développez peu ou pas. Et votre employabilité se diminue forcément, fatalement. Et un jour, malheureusement, l'économie étant telle que, ou autre chose, des situations, ou un changement de manager, de patron, ce que vous voulez, on vous remercie. Gentiment, mais on vous remercie. Pendant ces années, vous êtes descendu en employabilité. Pour rebondir, il faut remonter une pente. Et c'est dommageable. Et qui c'est qui paye le prix? C'est le collaborateur. Le manager, l'entreprise, voilà, c'est une chose. Et le collaborateur, c'est sans se rendre compte, il a diminué son employabilité, donc la possibilité d'aller sur le marché. Et il s'est enfermé. Du coup, pour, je dirais, reprendre un emploi, il doit regravir une petite pente qu'il n'avait pas avant, quelques années avant. Et moi, je rends attentif les personnes, quelles qu'elles soient, collaborateurs ou managers, si les gens se sentent pas forcément bien au travail, c'est quand même se poser des bonnes questions parce que la vie, elle est courte et elle est longue, mais elle est surtout assez belle, donc il faut l'enjoliver par son travail parce qu'on passe quand même un tiers du temps.
Et je parle aussi des 80 000 heures. Je crois que, je sais pas si tu te rappelles, mais j'ai parlé à un moment donné de 80 000 heures. Et puis on se dit, c'est quoi? Enfin, 80 000, le chiffre, c'est 80 000 heures qu'on passe tout à chacun dans son activité. Donc 80 000 heures, c'est quand même un paquet. Hein. Et ça veut dire que si on n'est pas bien, bah, c'est long. Et donc, si on n'est pas bien, c'est long, ça veut dire que on va développer peut-être, je sais pas, des maladies, je sais pas, autre chose, une dépression, ce qu'on veut, parce que si on n'est pas bien pendant 80 000 heures, c'est quand même, la vie est trop longue. Alors, évidemment, il y a des passages de vie, je suis tout à fait d'accord, mais n'empêche que sur le principe, sur le fond, soyons le plus heureux au travail, c'est-à-dire, le bonheur est tout relatif, bien sûr, mais aimons notre travail, notre activité, ça a un sens, et puis, je dirais, ayons le courage de dire quand ça va plus, hein, ou de quitter quand ça va plus aussi. Ça, je rencontre beaucoup de gens qui ont une peur de quitter. Je peux comprendre, hein, mais on n'empêche qu'après, c'est de savoir quel est le prix de la santé, hein, notre propre santé. Pour l'entreprise, ça lui coûtera cher si elle a un collaborateur qui fonctionne moyen, moins bien, parce qu'il va se mettre en vacances et ça va lui coûter un saladier, comme on dit, un saladier. Et c'est dommageable pour l'ambiance aussi. Il faut voir qu'une absence a des répercussions sur l'ambiance du travail des autres, ils se posent des questions, etc. Donc une absence n'est jamais bonne. Alors, si c'est une toute 3 jours, il n'y a pas de souci. Mais quand la personne, parce que tout se sait, ah écoute, il est parti, allez, en burn-out, en dépression ou autre chose, je trouve que voilà, il faut avoir des bons arguments pour garder la motivation au top au niveau des collaborateurs. Donc là, on a fort à faire en amont. Dans cette culture d'entreprise, c'est très culturel dans le sens introjecté progressivement quelque chose de cohérent et de sain. Je dis toujours, il faut être bienveillant, mais exigeant. Voilà. L'un n'empêche pas l'autre. Exactement. Tout à fait. Alors, ça me fait une bonne transition pour comment, selon toi, comment la gestion des ressources humaines peut-elle contribuer finalement à minimiser les risques opérationnels dans une entreprise? Et l'absente, enfin, je trouve ça super parce que c'est vraiment une bonne transition. Oui, tout à fait. Ben, c'est vrai que qu'est-ce qu'on fait dans une entreprise pour réduire les coûts? On va rarement enlever des ordinateurs, on va rarement enlever des chaises, des tables, on va virer les collaborateurs. Tout simplement, on veut augmenter la rentabilité d'une boîte, on vire les collaborateurs. Et je peux comprendre dans le sens mathématique du terme, c'est effectivement vrai, mais le problème, c'est qu'on produit plus grand choix. On a un problème de production, puis on met sous tension les gens. Donc, je dirais que l'organisation, pour augmenter cette rentabilité, c'est la culture d'entreprise, pour moi, elle est indispensable. C'est vraiment un fonds, une maison, voilà, tout simplement. On construit un toit sur un terrain je dirais, qui est pas adapté, la maison s'écroule, tout simplement. Par contre, si on fait des bonnes fondations, puis on monte, on est cohérent, ben la maison a beaucoup plus de chances de tenir. L'entreprise a à peu près la même chose. Même si on a des spécialistes, des trucs géniaux, etc., si le fond n'est pas bien fait, le management n'est pas top, c'est-à-dire adéquat ou en adéquation avec le marché, et puis est solide et cohérent. Cohérent, je veux dire par là, c'est que ça amène la confiance, la cohérence. D'accord? C'est vraiment, c'est ce qui donne la confiance aux gens. On peut faire beaucoup de choses fausses, mais si on est cohérent, eh ben les gens auront quand même confiance. Tandis que si on fait tout juste mais incohérent, ça ira pas non plus. C'est un peu bizarre ce que je dis, mais c'est quand même une réalité. En fait, le leader doit inspirer confiance, il va drainer les foules. En fait, un bon leader va drainer les foules à peu près sur la lune, alors qu'une personne traditionnelle fera peut-être même pas, enfin, pas grand-chose. Et j'ai d'expériences à ce niveau-là qui sont assez amusantes dans le sport. Mais bref, pour venir à ta question qui était rappelle-moi juste Comment la gestion des ressources humaines peut-elle contribuer à minimiser les risques opérationnels dans une entreprise? Après, j'apporte juste une petite précision. On peut, pour réduire les coûts, il n'y a pas que que la réduction des gens. C'est vrai que c'est beaucoup, on peut couper là, c'est ce que très souvent, mais après on peut aussi faire un choix d'automatiser, de voir comment on peut faire améliorer les processus internes, mettre les employés finalement sur des tâches avec beaucoup plus de valeur ajoutée, proposer d'autres services, on améliore en fait le CA et donc du coup on améliore la profitabilité. On peut faire ça aussi. Non, mais c'est vrai, t'as raison, c'est juste. Mais c'est vrai que par contre, ce qui est un peu dommageable, c'est qu'on passe toujours par la coupe, ce que j'ai dit, en fait, par la première coupe des collaborateurs, parce que c'est un gros budget. Ouais. C'est un gros petit peu. Mais évidemment, l'automatisation ou la réorganisation, l'optimisation. Mais de nouveau, je pense qu'évidemment, c'est important, c'est la bonne personne à la bonne place. C'est évident, hein, c'est une logique implacable. Mais si on regarde bien dans beaucoup de structures, c'est pas forcément le cas.
il y a quand même des grands décalages et donc on pourrait optimiser, mais il y a aussi, c'est difficile quand tu dois dire, quand un collaborateur n'est pas à sa place, c'est une chose, mais quand un manager n'est pas à sa place, c'est challenge quand même. Parce que si en dessus, ils osent pas, enfin, on n'est pas soutenu en tant qu'externe, par exemple, consultant, on n'est pas soutenu, on peut pas faire, enfin, il y a quand même une sorte d'infusion, hein, du top-down, quoi. Si en haut ça coince, en bas ça sera différent, voilà, on va dire, ça sera. Pour rester poli, ça sera différent. Non, mais ouais, c'est sûr, quoi. Je dis pas qu'il doit être parfait, mais il doit être le mieux possible pour introjecter des choses qui sont saines, etc., etc. Le hic, c'est qu'il y a tellement d'enjeux et de pression et qu'un manager fait 12 tâches, doit faire du management de temps en temps, mais produire beaucoup de choses. Et je pense que là, on a peut-être quelque chose de répartition, d'organisation justement, qui n'est pas forcément adéquate, où on doit dire un manager doit faire un certain pourcentage et le valoriser en tant que tel dans l'entreprise, comme de la production, mais interne, parce que là aussi, j'ai rencontré des sociétés, ils ont de la peine à déléguer du temps au management, parce que c'est pas valorisé, c'est pas payant, dans le sens facturable. Je pense que c'est pas forcément la meilleure stratégie pour le développement parce qu'on a besoin, alors si on est 4, c'est une chose, mais si vous êtes 20, 30, 40, 50, etc., il faut prendre du temps pour manager les gens. Ça prend du temps, c'est un métier en soi. C'est un chef d'orchestre orchestre, justement, dirige son entreprise, son orchestre. Les joueurs tout seuls, ben, ça peut vite être cacophonique, quoi. Ça peut être un peu plus compliqué. C'est un métier en soi. C'est une fonction en soi qui est à C'est prendre un en vrai compte. métier. Exactement. Et ça, c'est un changement de paradigme peut-être à prendre en compte. Et du coup, en fait, d'où l'importance finalement de la formation. Donc, je pense que, donc, selon toi, quelle est l'importance de la formation continue pour ces managers et leurs équipes dans le contexte économique actuel? Oui, alors c'est très important, en tout cas selon ma perception, je pense que tu l'auras compris, mais typiquement, je fais un parallèle tout simple. Aujourd'hui, notre informatique, tu as des logiciels, tu as plein de trucs, ils sont mis à jour régulièrement, on est d'accord, pour qu'ils répondent aux besoins, alors, au-delà d'enlever des bugs, hein, mais ils sont là pour répondre aux besoins, il y a des fonctions implémentées mieux, etc. Ben, nous, on est quoi? On est la même chose. Il faut qu'on nous mette à jour avec les nouvelles méthodes de management, de production et autres. Donc, pour moi, c'est indispensable de se former. C'est comme un entraînement. Si on veut être performant, il faut s'entraîner régulièrement. On n'est pas performant par la loi du Saint-Esprit. Enfin, je ne connais pas ça en tout cas. C'est vraiment, on est performant parce qu'on y travaille et on y attend, on y investit de l'argent et du temps et on intègre ça dans une stratégie de développement d'entreprise. Et je pense que c'est bien. Alors pas mal le font hein, quand même. Des sociétés font ce développement maintenant, à savoir si ça fait mouche au sens propre du terme, c'est-à-dire que c'est pertinent pour l'entreprise à voir. Il est arrivé parfois où j'ai pu constater qu'on donnait des formations aux gens pour qu'ils se taisent. Désolé, mais c'est-à-dire, on ne peut pas lui dire j'ai pas formé. Mais en fin de compte, on lui a donné une formation Excel alors que, je sais pas, il n'était peut-être pas intéressé par Excel, mais intéressé plutôt par autre chose. Et ben là, j'invite les managers à demander aux collaborateurs c'est quoi vos ambitions, c'est quoi vos besoins, et là on aura les vrais besoins et on pourra former de façon adéquate. Je pense les collaborateurs, évidemment, que s'il nous dit j'aimerais être formé sur la cueillette des fraises et que c'est pas le job initial, on va être emprunté, mais ça nous donnera au moins une indication que le collaborateur, il n'est pas synchro avec notre entreprise. Oui, tu vois, c'est tout con. C'est pour ça qu'en laissant parler la personne, la personne, le collaborateur ou le manager, enfin personne, on capte beaucoup d'informations pour comprendre comment est son monde et puis comment on peut intégrer à notre entreprise. Parce que peut-être qu'avec le temps, il est venu super, je sais pas moi, enfin, il a changé. Il y a 10 ans, il était pour X, Y, là maintenant il est Z. Est-ce que ce Z peut être intégré dans notre entreprise ou pas? Enfin, comment est-ce que le gap est grand? Même s'il est fidèle, c'est chouette, mais peut-être que ses valeurs ont changé, puis il veut les pratiquer autrement, puis qu'en fin de compte, il était heureux avant, en tout cas, il aimait son job, puis maintenant, il l'aime plus. Ça, c'est important, à mon avis, d'écouter. Donc, la formation continue permet en tout cas, le besoin de formation continue permet et de questionnement permet de mettre les bonnes formations au bon endroit, parce que ça coûte en termes d'argent, mais en termes de non-production, puisque pendant qu'ils sont formés, ils ne sont pas en production. Donc, c'est un coût double, un peu de choses près, et c'est pas négligeable, mais pour moi, il faut former à toutes les strates
avec les nouveautés et même mettre à jour. Et peut-être qu'en bas, en termes de collaborateurs, c'est peut-être plus opérationnel, et en haut, c'est plus évidemment managérial, mais développement personnel, conscience de soi, des nouvelles méthodologies aussi, comment ça évolue, qu'est-ce qui se passe, un peu de psychologie qui ferait parfois pas de mal non plus, comprendre l'être humain, comprendre son prochain sans faire de la thérapie ou du social, mais quand même, on est quand même des animaux sociaux et on a besoin de fonctionner ensemble pour que ça aille avoir quand même du plaisir et du sens, à mon sens, justement, parce que sinon, c'est long, la Ouais. journée est longue, En 8 fait, ans c'est qu'une heure, ouais, 80 000. ou Le 80 facteur, 000. le facteur humain, finalement. C'est qu'à partir du moment où on gère de l'humain, il faut apprendre à le gérer, en fait. Comme on gère des finances, on gère de l'opérationnel, c'est comment on gère de l'humain. Enfin, je me permets de rebondir là-dessus, c'est parce qu'au final, quand tu disais, bon, on fait de la psychologie, on ne fait pas de la psychologie pour faire de la psychologie ou se connaître soi, mais aller connaître l'autre, aller connaître qui il est, son talent, ce qu'il fait, permet de gérer l'humain. Très souvent, des projets échouent à cause de ce facteur humain, en fait. Parce qu'on a deux personnes n'ont pas su se parler, puis on l'a vu, hein, des fois, les deadlines ne sont pas respectées tout simplement parce que les deux, elles ne peuvent pas se piffrer. Donc, il n'y a pas le partage d'informations. Et qui, au final, en pâtit, en paye les frais, c'est l'entreprise. Et ça, le COO, le fondateur, ce qui tu veux, le directeur, enfin bref, peu importe, lui, il ne le voit pas parce qu'il n'est pas dans l'opérationnel. Alors, on leur demande souvent un peu de venir, de regarder, au moins que les directeurs sachent ce qui se passe et qu'ils remontent. Mais si on ne le voit pas, que les deux personnes, bah, bien sûr, devant le patron, on est toujours tout sourire, hein, faut pas mentir, hein, tout le monde le fait. Mais qu'est-ce qui se passe? Et si tu n'es pas proche de tes équipes, tu n'es pas là pour manager sur ton terrain, tu ne peux pas le savoir. Et puis, est-ce que la personne, elle fait la tronche parce que ça ne va pas dans sa vie, ça va pas dans son travail, ça va pas, bref, peu importe, aller s'intéresser à l'autre pour savoir qu'est-ce qui se passe. Est-ce on peut aussi parfois, en cherchant avec les migrations, les changements d'être qui on est, on peut du coup peut-être parfois même faire évoluer les postes, la personne retrouve le sourire, et puis une personne qui est bien dans son travail, elle est quand même beaucoup plus productive, hein. Ah oui, pas photo, alors ça c'est sûr. Mais là, ça rejoint ce que j'ai dit tout à l'heure en disant faut questionner les gens pour savoir quel est leur besoin et de nouveau, s'ils sont en adéquation avec l'entreprise ou en tout cas dans le scope, bah, on peut les amener à. Et puis sinon, bah, faut trouver un moyen de dire bah, on a peut-être fini notre relation aujourd'hui. Moi, j'ai eu ce cas où le collaborateur, on avait fini la relation aujourd'hui, puis je dis le lendemain, dans le sens quelques années plus tard, il est revenu avec un autre bagage, mais il est revenu chez moi. Donc je veux dire, ça, c'est pas la roue tourne, comme on dit, la vie, l'eau coule. Et je dirais que, par contre, il faut le mieux, c'est pas de se virer parmi, mais se séparer je dirais, professionnellement parlant, dans le sens que on a un début de vie, une collaboration, et puis elle s'arrête. Puis après, elle recommence peut-être. Alors que si on fait une collaboration, puis on n'est pas content, puis on ne dit pas, puis on reste, puis après on est fâché, comme tu disais tout à l'heure, et puis ça crée des étincelles, ça coûte très 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 cher, très 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 cher, ça, mais je sais même pas si on pourrait le chiffrer, mais tout le temps on est en train de marmonner, dire ah lui m'a pas donné ses je sais pas, il est pas ci, il est pas ça, etc. C'est tout du temps, on pense pas à autre chose. D'accord, à produire, à régler un problème, on est dans notre schéma et ça prend de plus en plus de place, faut pas croire, hein. Et parfois ça devient épidermique. Donc dans une entreprise, après on peut plus se croiser parce qu'on a les poils qui s'irrissent. Donc vous vous rendez compte l'énergie qu'on perd, c'est chronophage, énergivore, tout est négatif et de nouveau on peut pas être dans un monde de bisounours. Je suis tout à fait conscient, on n'est pas obligé de s'aimer puis d'aller boire des bières ou boire quelque chose avec quelqu'un, mais on doit se respecter et que ce soit vivable pour que les collaborateurs puissent vivre avec ces situations et le manager a pour moi une responsabilité parce qu'il va orchestrer tout ça et puis avoir l'œil partout pour autant qu'il ait le temps, les compétences et le talent. Comment ton approche est-elle en fait à aligner les objectifs personnels des employés avec les objectifs financiers de l'entreprise? Déjà, il y a peut-être un truc qui me plaît. Les objectifs de l'entreprise, il faut déjà que les collaborateurs les connaissent. Dans un certain nombre d'entreprises, c'est quand même pas connu. C'est-à-dire que c'est le saut de la direction. Donc, il y a la direction et les collaborateurs. Et là, c'est peut-être, on a déjà un pépin. Donc, moi, je dirais que si on veut que tout soit aligné, il faut déjà communiquer les ambitions, la mission, la vision de l'entreprise et des dirigeants aux collaborateurs. Ça, c'est la première des choses.
Puis après, je dirais qu'il faut vérifier que les gens sont en adéquation avec ça, et c'est les entretiens annuels ou les entretiens périodiques. Quand je dis annuel, c'est au moins une fois par année, ça je vous invite au moins une fois par année, hein, tous les dirigeants, minimum. Mais en même temps, si c'est bien managé, les entretiens se font régulièrement, se font au quotidien de façon indirecte, parce que quand vous écoutez votre collaborateur, vous pouvez déjà faire une opinion. Alors que des fois, on est tellement dans le stress, fais le truc, vas-y, dépêche-toi, et on n'écoute pas parce que c'était toi et Marc. Donc, moi, pour aligner ces objectifs, il faut les connaître, et il faut que les collaborateurs se mettent dedans. Et honnêtement, si on est aligné, si tu me donnes des objectifs, voilà, c'est définir des objectifs SMART, hein, les spécifiques, mesurables, etc. La technique qu'on connaît, toute simple. Mais c'est important de les communiquer, de les évaluer, et que les objectifs qui soient mis pour aller dans le sens de l'entreprise, pour améliorer les résultats, eh bien, soient compris par le collaborateur et aussi validés. Ça paraît de nouveau bizarre, mais validés par le collaborateur. Si on lui donne un objectif qui intéresse que l'entreprise, le collaborateur va être, s'il est un tantinet, comme on dit, adapté soumis, il va dire d'accord, mais en fin de compte, il ne va pas le faire et ça va coûter un saladier. Par contre, si tout est aligné, hein, toute la constellation est alignée et que les managers font bien leur job et les collaborateurs sont prêts, etc., eh bien, on a les bonnes personnes dans la bonne place. Ça, c'est grâce à ça que vous gagnez de l'argent, tout simplement. Comment est-ce que tu fais pour le collaborateur, on lui propose ses objectifs, il n'est pas aligné avec, voilà. Il n'est pas soumis, donc il le dit, voilà. Il a l'honnêteté et la transparence de le dire à son manager. Parce que c'est un objectif qui est important pour l'entreprise. Voilà, on doit développer, je ne sais pas, tel marché, pousser tel produit, parce que ça rentre dans la stratégie de l'entreprise et c'est important. Comment tu fais? Alors déjà, je respire, parce que des fois, ça peut être agaçant. Donc, je me pose, et puis franchement, je lui demande, j'essaie de le comprendre. Je lui dis, mais ok, si je comprends bien votre objectif, donc je vais le reformuler, l'objectif, avec mes mots, pour que je sois sûr que j'ai bien compris, par exemple. Puis, il va peut-être le valider ou l'invalider, mais il me le valide, et je dis, ok. Je dis, est-ce que, par contre, j'ai besoin de savoir, est-ce que vous êtes au courant des objectifs de l'entreprise ou de la mission? Ah oui, on fait des timbres-postes. Ok, mais quel est le, etc., etc. C'est-à-dire que je creuse un petit peu pour comprendre pourquoi il a fait cet objectif. Parce que j'ai eu le cas dans l'entreprise. Et j'essaie de comprendre. Et en fin de compte, deux possibilités. Soit lui, il s'aperçoit qu'il, oulala, je suis à côté de la plaque, puis il dit, ah, écoutez, je crois que j'ai pas compris votre question, enfin, etc. Ou bien, c'est moi qui lui dis, écoutez, vous voulez faire, allez, ouais, je vais prendre un cas, il veut faire du fitness, n'importe quoi, mais il veut faire, il met dans ses objectifs personnels qu'il veut faire plus de fitness. Écoutez, on est une entreprise de plomberie, j'ai pas compris la relation avec. Pour moi, ça permet de démontrer aussi l'attachement qu'il a à la société, à l'entreprise, ou le lien qu'il fait. Pour moi, il est vraiment passager dans l'entreprise. Il n'est pas du tout impliqué s'il me sort des objectifs comme ça. C'est pas dramatique, je vais pas le virer pour autant. Mais par contre, je vais voir si il a cette capacité de changer de vue, en fin de compte, de regarder plus dans ma direction avec moi, et ça me permettra de conserver et puis de travailler ensemble. Ou bien s'il est perdu, puis il a perdu le sens de son travail, puis il est juste là pour faire 8h12 par jour et puis gagner son salaire. Et donc là, je vais pas le juger, je vais le questionner pour comprendre pourquoi il m'a sorti ce genre de choses, alors que pour moi, mais j'avais peut-être aussi en tant que manager m'a donné la consigne de la création des objectifs, lui demander qu'est-ce qui s'est passé, quoi, tout simplement. Et l'idée, c'est pas de juger maintenant s'il est complètement, totalement à l'ouest. Peut-être qu'on parle d'une personne qui a un problème, si je puis dire, donc, et qui est peut-être plus de notre sort, hein, mais ça peut arriver, hein, dans les entreprises, c'est comme ça. Et là, il faut l'accompagner aussi de façon adéquate pour que ça fasse le moins mal possible. Donc là, après, il y a d'autres outils, hein, mais je veux dire, c'est vraiment important. Le manager ça paraît bizarre, mais on passe pas beaucoup de temps à écouter, on passe beaucoup de temps à convaincre. Et on veut convaincre et on comprend pas l'autre, on n'écoute pas, puis on écoute ce qui nous intéresse. Mais je le dis parce que moi je l'ai vécu, donc voilà, c'est une réalité, c'est pas, en fait, c'est juste mettre en lumière quelque chose qui est, mais comme dans un couple, hein, ou avec nos enfants, ou peu importe, des fois on n'écoute que ce qu'on a envie d'entendre, et finalement être aguerri à cette technique managériale d'écoute attentive, d'être dans le non-jugement, d'aller dans le questionnement. On invite l'autre à se poser les questions, puis ça permet à tout le monde de gagner du temps. Est-ce que une personne qui est démotivée dans son équipe, c'est contagieux?
Ah oui, mais comme à l'inverse, si elle est contente, c'est aussi contagieux. Donc ça, c'est la bonne nouvelle. Mais c'est vrai que le côté négatif est vite contagieux. C'est ce que je disais quand une personne est absente, elle va avoir un impact sur les gens parce ils vont récupérer le travail déjà de l'autre qui est absente. Donc ils vont se dire, oh, alors une fois on est solidaire, mais 3 à 4 fois, et puis si on sait que c'est lundi ou le vendredi, enfin bref, c'est des trucs bateaux, mais c'est une réalité quand même. Euh, Ça peut énerver. Donc là, c'est le manager doit c'est vraiment ces absences perlées, hein, comme on appelle les absences perlées, qui peuvent être vraiment, on les voit pas, enfin on les voit mais sans les voir, et elles ressortent discrètement, donc sans faire le flicage, mais en même temps il y a des outils qui permettent d'analyser l'absence et puis qui permettent de sortir les choses pour manager, juste pour se poser des bonnes questions. L'idée c'est toujours de se poser les bonnes questions et d'en poser aux gens concernés pour comprendre comment il se voit. Au lieu de les juger, ah, j'ai vu que tu es absent vendredi, gna, 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 on va rien apprendre de lui. Par contre, te dire, écoute, j'ai vu qu'il y avait des absences un peu particulières, mais j'aimerais en savoir plus, qu'est-ce qui se passe? Puis il sera là, peut-être emprunté, mais ça m'intéresse parce qu'il y a peut-être quelque chose qu'on peut faire pour toi, pour aménager, j'en sais rien. Puis le gars, il a peut-être, ou enfin, peu importe, le collaborateur, ah ouais, écoutez, puis on arrivera peut-être à travailler à 80%, ou, bah, ouais, au lieu d'être absent. Donc on peut vraiment, mais il faut écouter, voilà. Et puis on fidélise, parce que la personne s'est sentie entendue, et puis du coup, elle aura une reconnaissance pour cette entreprise qui aura ce côté humain en fait. Elle écoute et attentionnée envers ses employés. Et donc, bah, du coup, quand il y a un coup de bourre, on demande de travailler un petit peu plus, on C'est y ça. va en fait. C'est comme avec le manager qui est leader. On C'est a ça. envie, on y va. Alors que quand c'est le manager qui ne l'est pas, bah, c'est son problème en fait. C'est débrouille-toi avec ton problème, Ah mais oui. exactement. Ah mais Donc oui. c'est ça. C'est vrai que la fidélisation, ça fait partie justement de la réduction des coûts, parce que le turnover, enfin les gens qui quittent, le recrutement coûte, mais 2 bras, on ne peut pas dire autre chose. Donc ça coûte énormément cher et c'est complexe et c'est totalement incertain. Même si on a des tests, des machins, des trucs, c'est complexe quand même à quelque part. Il y a des statistiques qui démontrent que les outils sont fiables, mais au-delà de 60%, 70%, on n'a pas beaucoup plus. Donc la fiabilité des outils pour dire ça c'est la bonne personne. Par contre, moi j'invite à faire des entretiens d'écoute, pas des entretiens je donne. C'est écouter qui il est ou qui elle est, peu importe. Hein. Mais la personne, enfin voilà, sur ce concept. Enfin, de nouveau, c'est très culturel. L'entreprise, si on implémente une culture d'écoute, c'est comme ça, eh ben, elle va avoir tous ces processus qui vont être basés là-dessus. Et pas sur des processus, c'est comme ça, et tais-toi, et les collaborateurs, ils sont là, ça marche pas, mais je le fais quand même. Ou bien après, je suis la petite victime, et puis, mais je vous ai dit, mais il fallait me le dire que ça marchait pas. Mais vous n'avez pas laissé la porte ouverte pour dire que ça va pas. Donc, les gens ont quand même des peurs, des craintes, il y a la hiérarchie, il y a un job à la clé, il y a plein de choses. L'enjeu est colossal pour certaines personnes, donc il faut aussi considérer ça. Est-ce que tu pourrais nous partager un exemple concret, même si tu nous as déjà partagé, où l'amélioration finalement de la gestion humaine a conduit à une optimisation financière, significative ou pas, mais en tout cas, on a senti un changement. Bah, en fait, ça m'a recoupé à peu près tout ce que je viens de dire, mais oui, il y a eu des cas où on a mis en place une nouvelle culture managériale, hein, vraiment, en drivant les managers, en disant, OK, ils sont 3, c'est pas une énorme boîte, mais ils sont 3 managers, ils se sont formés, ils sont aussi un peu d'introspection, un tout petit peu pour voir qui ils sont, etc., amener des outils, et eux, après, en fin de compte, ils ont changé de comportement. Changer de comportement. Donc ça a eu une incidence sur le travail, mais aussi sur le privé. Hein, donc ça c'est toujours assez drôle, mais c'est normal, et tant mieux. Même les conjointes ou les femmes disent mais qu'est-ce qui s'est passé? Donc il y a vraiment un impact comportemental, un vrai impact. Et les collaborateurs après se sentent beaucoup plus libres là-dessus. Donc il y a vraiment eu un impact. Donc si on revient, le travail est important et pas compliqué. Mais il est important parce que ça touche des individus, on touche les paradigmes, hein, toutes ces habitudes et on chamboule un mode de fonctionnement qui est parfois ça fait 20 ans, 30 ans hein, et autre chose. Et donc là, on les chamboule, on les remet en question. Donc ils aiment pas trop au début, mais après quand ils voient le bras de levier, et surtout, quand je dis bras de levier, mais c'est surtout aussi on pourrait dire la zénitude, non, mais ils sont apaisés. Ils sont plus en train de manager avec force, mais plutôt avec délicatesse, mais performance. C'est paradoxal. Et là, il y a un vrai impact. Donc moi, j'ai changé sa culture d'entreprise. Oui, on a fait un travail sur les managers dans un premier temps. On forme aussi les collaborateurs. En fait, ça fait un package parce qu'il faut parler le même langage.
en fin de compte. Donc les outils que je donne aux managers sont les mêmes, mais avec, on pourrait dire, un grain différent aux collaborateurs, et ça permet de communiquer, de collaborer et de se comprendre, et surtout de jouer avec ça. Et j'ai une expérience personnelle où j'avais intégré le concept du flow dans mon entreprise, et ce qui était drôle après, c'est qu'en fin de compte, on s'envoyait deux, trois, des petites, comme vous allez, t'es dans le flow, ou dans l'inquiétude, l'anxiété, puisque c'était une boussole. Enfin, il y avait tout un truc. Et je trouvais marrant parce que les gens avaient pris ça avec humour, mais intérêt, mais humour, et c'était pas un truc qui plombait, en disant, faut que je sois comme ci, comme ça. C'est, est-ce que t'es là, on se posait, est-ce que t'es là-dedans? Et puis après, on disait, mais quand cette tâche-là, moi, je suis pas du tout en flow, là. Donc, ça me plaît pas du tout, j'ai besoin de ça. Et il y avait un niveau de communication qui était bien, et du coup, ça détend un peu tout le monde, mais surtout, ça désacralise, ou je pourrais dire, il n'y a plus le boss qui est sur un piédestal, les collaborateurs, on est dans une équipe. On est vraiment une équipe, quoi. Parce que même si on a un super boss, pas de bon collaborateur, ou l'inverse, ça marche pas. Il faut vraiment une équipe. Et il faut que ça fonctionne. Enfin, il faut bien, mais je veux dire dans le sens qu'il y a une dynamique et un respect. Et d'ailleurs, les hiérarchies, enfin, les organigrammes, ils sont très parfois verticaux. Différents modèles, mais je veux dire, mais après, moi, je fais toujours la distinction avec mes clients en disant l'organigramme de responsabilité et la structure, ça, il n'y a pas de souci. C'est ça, pour qu'on puisse savoir où vous êtes et comment, et le pouvoir décisionnel et les responsabilités, c'est vrai. Mais il y a l'autre côté, où il y a le côté opérationnel, la vie de tous les jours, comme on est. Et là, c'est flat. En général, c'est flat, c'est plat. C'est que le manager fait partie de l'équipe pour les aider à fonctionner, pour les aider à. C'est un facilitateur. Il change de casquette, il doit bouger. Enfin, pour moi, il doit bouger, en tout cas, il doit être mobile. Et c'est cette mobilité que je tente d'introjecter soit dans les coachings, soit dans les formations que je donne, pour amener cette légèreté, cette facilité. Et puis vraiment cette mobilité j'allais dire cérébrale, on va dire, de posture, et jongler avec tout ça, mais autant au niveau collaborateur que managérial. Wow. Est-ce que j'ai répondu à ta question? Mais complètement, complètement. Tu as vraiment bien répondu, et je trouve que l'exemple montre bien en fait Puis j'ai beaucoup aimé lorsque tu as dit avoir cette façon de penser qui diffère un petit peu de ce qu'on peut avoir de façon un peu traditionnelle, n'empêche pas finalement de dire tu as telle responsabilité, tu as ci, tu as ça, mais dans la façon opérationnelle, et tu sais que moi j'aime beaucoup la partie opérationnelle parce que dans les opérations il y a beaucoup de fuites financières, et donc dans la partie opérationnelle, le manager est là pour épauler ses équipes. Si je sais que je suis en confiance avec mon manager, je vais aller le voir pour dire ça je comprends pas. La dernière fois, moi, j'avais dans une entreprise une personne, elle fait. Voilà. On lui demande de faire, alors elle fait. C'est un non-sens. Donc, elle vend quelque chose, un produit où il n'y a pas de. C'est à perte. Le fondé à perte. Mais on m'a demandé de faire, alors je fais. Exactement. Mais à un moment donné, réfléchis, en fait. Et si tu ne sais pas, viens me voir, en fait. Mais il y avait une telle ambiance c'était difficile, c'était délétère, enfin, c'était compliqué. Du coup, elle fait, parce qu'elle était dans le stress. Et en fait, éviter ce type de situation, en fait, fait que du coup, la personne, elle est plus détendue, ou même si elle ne l'est pas, parce qu'il y a des métiers qui sont très stressants et on est toujours un peu sous stress. Moi, je faisais la gestion de risque sur les fonds d'investissement, on a toujours un petit peu de stress quand même. Mais n'empêche que si tu as un manager, tu sais que tu peux aller le voir et lui poser la question, tu sais que tu vas être accueilli. Je ne veux pas dire qu'il va pas adouber tout ce qui va être fait, mais il va t'amener aussi dans ces questions, dans les réflexions, de façon à ce que toi, la personne, puisse le faire et avoir cette réflexion et la prochaine fois réfléchir par elle-même. Ça évite à l'entreprise de vendre des produits à perte, et donc forcément, ça a un impact sur les finances en fait. Après, il n'y a pas photo, non, ça c'est sûr. Comme tu disais, les fuites financières organisationnelles, elles sont énormes parce que les processus sont pas ou peu définis. Quand ils sont définis, voilà, et ils sont pas compris aussi, ou sinon ils sont vieux, ils sont plus adaptés, mais effectivement on le fait. Enfin, l'idée, c'est vrai que si alors on va caricaturer, mais si on a un manager très fermé, très autoritaire, eh bien évidemment que les collaborateurs vont se taire. On n'est pas maso à ce point d'aller prendre des claques chaque fois, donc ils vont se taire et exécuter simplement la chose. Le problème, c'est effectivement que ce sera pas efficient financièrement et opérationnellement, quoi, tout simplement. Donc maintenant, c'est pas toujours facile d'être ouvert un manager, on lui demande beaucoup de choses. Enfin, donc il faut aussi, faut pas lui lancer la pierre, pas lui jeter la pierre, mais on lui demande beaucoup de choses. Par contre, moi, après voilà, chacun fait ce qu'il veut, mais c'est vrai que d'avoir conscience
de ses limites. Alors, intellectuelles et techniques, c'est assez facile, mais limite, ses consciences limites de ses limites émotionnelles et relationnelles, ça, c'est un petit peu plus difficile. Et d'avoir cette humilité de développer ça, de combler, parce que ce sera un gain pour l'entreprise, et donc ben, vous pouvez communiquer avec votre équipe, ils feront moins d'erreurs, ce sera cool, il y aura plein d'idées qui vont être remontées, parce que ça va créer l'innovation, en fin de compte, parce qu'il y a ton processus, tu vois, il a 20 ans, mais moi, il ne sert plus à rien, go. Alors, il y a des grosses boîtes qui le font, hein. Il y a même pas mal de boîtes, mais il faut créer vraiment une culture, et c'est tellement lié à l'être humain, c'est-à-dire au manager. Si il y avait, pendant 10 ans, il y a un manager très ouvert, très open, puis le suivant, ben, il est différent, un peu plus fermé, ou il a un autre style, ça peut vraiment prétériter le groupe, hein, et parfois le groupe se dissout des fois, enfin, ça peut arriver que des gens partent parce que un autre manager est arrivé. On ne dit pas qu'il est bon ou il est mauvais, c'est pas le problème, c'est que sa dynamique d'équipe est très différente et ça plaît ou ça plaît plus aux gens, et donc il quitte. Et là, je pense que le conseil d'administration ou le N+1, etc., la hiérarchie a fort à faire pour avoir les bons managers, au-delà des bonnes personnes, des bons managers à la bonne place, quoi. C'est un challenge en soi, hein. Ça, c'est clair que c'est pas une mission facile, mais c'est faisable. Et c'est surtout que si on fait quelque chose de faux, il faut le corriger. Et très souvent, on a mis un directeur, comme je l'ai engagé, puis que moi j'ai engagé mon directeur en dessous, je veux pas faire. Ça veut dire que si je dois le supprimer, ça veut dire que j'ai mal fait moi le travail. Et ça, c'est très difficile. Donc on se remet en cause, et là, voilà, malheureusement. Donc des fois, ça c'est sclérosé à cause de notre ego, où on a peur d'aller. Mais une fois qu'on a franchi ce cap, on peut faire des choses extraordinaires, et on peut vraiment avoir du plaisir du plaisir au travail, la performance, enfin beaucoup de choses, quoi. On peut vraiment avoir et le bonheur est tout relatif pour moi, c'est quand même c'est plus privé, mais le plaisir au travail, on peut l'avoir. Et je pense que tu as ce plaisir-là. En tout cas, tu le dégages, donc parce que tu es passionné par ton activité, mais parce que ça a un sens. Enfin bref, il y a tout plein de choses qui vont derrière. Mais je pense pas que tu serais là si tu faisais un boulot juste pour faire le boulot, quoi. Je crois pas. C'est vrai, t'es pas entrepreneur. Alors, quel conseil en fait tu donnerais aux entrepreneurs en fait pour créer justement cette culture d'entreprise qui soutient à la fois le bien-être des employés et la santé financière de l'organisation, on l'a compris. Pour soutenir le bien-être, tout ça. Ben, ça corrobore, ouais. J'ai peut-être un petit peu indirectement abordé, mais pour injecter ben, il faut se former, excuse-moi, mais faut se former peut-être aux nouvelles méthodes, tu vois, pour introjecter quelque chose. En fait, c'est déjà faire un bilan peut-être de ce qu'on a, qu'est-ce qui marche pas, et à quoi on est prêt à être remis en question pour donner une dynamique différente, quelque part. Donc, c'est cette remise en question, cette introspection, sans faire une thérapie, hein. Je suis pas un fanatique de ça, mais je pense que c'est indispensable dans certains cas. Mais dans le cas professionnel, l'introspection, le coaching ou des choses comme ça sont largement suffisants pour s'améliorer, pour titiller, ou des formations. Enfin, chacun son style. C'est juste pas les mêmes, les mêmes chemins et peut-être les mêmes résultats, mais voilà. Bah, d'ailleurs, moi, peut-être pour la petite histoire, j'ai conjugué des formations avec du coaching. Ils font des formations, ils ont 3 heures de coaching dans la formation comprise. Je trouve intéressant pour pouvoir justement ajuster la chose. Donc, si vous faites une bonne culture, vous faites le plus consciemment possible, vous mettez des outils. Alors ça, moi, je vous invite, parce que le feeling, comme on dit, moi j'ai le feeling. Moi, j'ai pas mal de clients qui me disent, j'ai le feeling, je le sens bien. Le problème, comme je rigole toujours, enfin je dis en rigolant, je dis, parfois on est enrhumé. Donc on sent beaucoup moins les choses, malheureusement. Et donc, et c'est arrivé plus d'une fois. Donc, oui, vous avez un feeling, c'est génial, il faut utiliser son ressenti, mais j'invite les gens les managers, à vérifier ce ressenti par des outils, bilan de flow, ou des outils qui soient ouverts pour moi, ou faire attention à comment on l'utilise, parce que les outils, comme tout outil, il peut être mal utilisé, il peut faire des dégâts. Il y a pléthore, hein, vraiment sur le web, il y a plein de trucs. Il faut que l'outil partage les valeurs de l'entreprise et qu'il y ait un sens et que la personne qui restitue soit, je suis un peu cruel, mais soit compétente, c'est-à-dire vraiment parce qu'on peut faire des dégâts, et j'ai eu des expériences d'interprétation, comme on dit, et parfois c'est vite compliqué. Donc, formez-vous et mettez un outil de management et des KPIs, franchement. Là, tu maîtrises mieux que moi la chose, mais des KPIs pour savoir si les progrès sont
sont réelles. L'ambiance, enquête de satisfaction, alors faites attention, au moins faites attention les enquêtes de satisfaction parce que ça dépend de la météo hein, aussi. Donc, il faut bien la mettre en place. Mais en fin de compte, moi, ce que j'ai constaté, et je dirais que, alors je travaille beaucoup avec des PME plutôt, hein, j'ai pas de clients de 1000 personnes, mais c'est plutôt 80-100 personnes ou des choses comme ça au maximum. Donc ça reste encore assez taille humaine. C'est que je travaille beaucoup sur le management, le top management, enfin le management, les gens qui dirigent pour qu'ils introjectent, qui vraiment, pour que ça se diffuse. Parce que comme tu l'as dit avant, si une personne n'a pas confiance, on a beau avoir les meilleurs outils, les meilleurs trucs, les meilleurs machins, si la personne n'a pas confiance en sa hiérarchie, je sais pas, moi ça me semble très compliqué d'avoir des performances durables, encore moins durables. Donc voilà, et je reviens à la cohérence. Il faut qu'il y ait en fin de compte, l'entreprise a une vision et une mission bien normalement hein, claire pour aller, etc. Puis il va mettre sa stratégie financière, faire plein de choses. Mais il faut aussi avoir on va dire une mission, un but avec les RH, on peut dire la stratégie RH. Qu'est-ce qu'on veut? Est-ce qu'on considère les collaborateurs vraiment, ou bien ils sont juste là pour générer de la production et c'est ok comme ça, c'est juste des stratégies différentes. Mais il faut mettre après le tout qui va avec. Tout est valable, on ne peut pas juger parce que ça dépend du business, mais il faut être cohérent avec ça. C'est-à-dire que si on définit, on prend soin du collaborateur, on prend soin complètement. Alors je ne parle pas de fitness ou des abonnements, des trucs comme ça. Moi je parle au quotidien avec un management adéquat, c'est-à-dire bienveillant, mais exigeant. J'insiste là-dessus parce que moi j'ai dit ouais votre truc c'est un peu bisounours et peace and love. Je dis ben vous l'interprétez comme ça, mais si vous êtes bienveillant et exigeant, c'est nickel. Ça marche très très bien. Parce qu'on a les KPI, c'est pour dire on va là, on définit des objectifs. Aussi, soyez clair sur ce qu'on attend des collaborateurs. Là, pour répondre à votre question, c'est ça, c'est les objectifs SMART. Là aussi, c'est rock'n'roll, parce que les objectifs, il n'y a qu'à aller là-bas. Oui, bien sûr, maintenant on va aller un petit peu plus loin, et il y a des outils, mais c'est aussi culturel, parce que c'est pas facile de définir un objectif. Tu dois augmenter le chiffre d'affaires de 10%, c'est facile. Mais quand on doit améliorer la qualité ou le comportement d'une personne, trouver le côté smart, c'est un petit peu plus complexe, mais ça vaut la peine de se pencher à deux, c'est-à-dire le collaborateur concerné et le manager, pour s'aider mutuellement à définir quelque chose de pertinent et de valable, et surtout quand est-ce qu'on contrôle, comment on contrôle, qu'est-ce qu'on met en place. Donc moi, c'est des petits outils, en fait, c'est des outils, je pense qu'il n'y a rien de compliqué, mais il faut le faire et avoir cette rigueur. La clé, c'est quand même la rigueur. Comme vous voulez être champion du monde de quelque chose, ben, il faut la rigueur. Si vous n'avez pas de rigueur, vous n'arriverez jamais à être champion du monde. Federer a été un petit peu rigoureux dans ses entraînements, je crois, pour atteindre son niveau. Et donc, mais n'importe qui, vous voulez faire, moi j'ai un copain qui fait triathlon, il a 50 ans, il est en pleine forme, il a été super rigoureux sur son entraînement, il a laissé passer rien, et c'est son but, son objectif, il est très clair, mais il est rigoureux, il ne fait pas ça à la bonne franquette. Et il a atteint son objectif, il a réussi, il a fini quelque chose de très très bien. Donc tout est possible, mais il faut être focus, concentrer ses ressources et que ça a un sens pour soi. Donc là, pour moi, le conseil des managers là-dedans, c'est de dire écoutez vos gens, ce qu'ils ont besoin, définissez vos buts à vous hein, déjà, mais moi je pense toujours au sport, des sports d'équipe, voilà. C'est que vous avez des Ronaldo, enfin je connais pas bien le foot, mais des stars, si elles savent pas jouer ensemble et qu'en tant que coach ou entraîneur, vous savez pas faire l'illusion, c'est pas ça qui va faire. Ouais. Et on l'a vu, on l'a vu dans de grandes équipes, le Real, le PSG, qui ont pris des grandes stars, mais s'ils ne savaient pas les faire jouer ensemble, ça sert à rien. Non, vaut mieux, ouais. Et au niveau de la culture d'entreprise, donc en fait, elle doit partir de tout en haut. Donc finalement, le fondateur, en fait, le CEO, si le fondateur n'est plus là, est la personne en fait qui est finalement le chef d'orchestre ultime finalement de cette entreprise, qui va le donner à ses assistants, à ses directeurs en fait, qui eux-mêmes doivent embrasser finalement cette culture d'entreprise qui peut être définie avec tout le monde, toutes les parties prenantes, de façon à ce que ça soit diffusé au maximum et qu'il y ait cette congruence finalement ultime à tous les niveaux qui permet finalement qu'on parle au N+4, au N+10, au N, mais finalement il y a cette culture d'entreprise, cette façon d'écoute, là on entend bien que c'est l'écoute, et puis
cette façon de dire, ok, je vais t'écouter, mais je vais être exigeant. Et finalement, c'est comme avec nos enfants. On les écoute, mais on est exigeant. Et ça ne veut pas dire que ça ne fonctionne pas. Non. Je pense qu'on est la preuve que ça fonctionne, n'est-ce pas? Ça fonctionne. Et finalement, pour l'entreprise, c'est la même chose. Oui, oui, c'est toujours une histoire de relation, hein, quelque part. Donc, il faut pouvoir s'accepter comme on est. Ou en tout cas, voilà, bah, tiens, typiquement, on fait beaucoup de projections. Alors, soit en privé, soit en professionnel. C'est-à-dire, on aimerait que le collaborateur soit ci ou ça. Mais parce qu'on n'a pas écouté, puis on projette sur lui. Et donc, l'idée, c'est de savoir comment il est vraiment, et c'est de le prendre comme il est, avec ses capacités. Alors, on le garde pas, c'est un autre sujet. Mais je veux dire, on le prend comme il est, mais pas comme on voudrait qu'il soit. D'accord, parce que autrement, on est toujours déçu. Donc, c'est aussi ça, c'est de se ramener, d'être pragmatique, de dire, mais il est qui ce monsieur? Ben, à l'inverse, les collaborateurs font des projections sur les managers en disant, c'est des stars, ils sont bien mieux, ils sont bien payés, donc ils sont mieux que moi. Ils sont différents, ils sont pas mieux, ils sont différents. Ils ont une autre mission, d'autres rôles, d'autres fonctions, d'autres responsabilités, mais on peut pas comparer. Ça joue pas. Dire, on fait fausse route parfois. On dit, ah, mais lui, il est payé, il est payé pour ça, il se débrouille. Ben, je pense pas qu'il doit se débrouiller comme ça. En tout cas, faut pas voir ça comme ça, mais on peut pas, comment dire, faire ces projections-là. On sera toujours malheureux quand on va comparer. Donc, attendons un chef, il a une mission, c'est sûr, il doit remplir son cahier des charges, au même titre qu'un collaborateur doit remplir un cahier des charges, qui fait que ça va réduire les coûts, si chacun sait ce qu'il doit faire, ça c'est sûr. Et, je veux dire, après, ils ont besoin l'un de l'autre. Mais on fait souvent ça, mais pour moi, c'est là, c'est au même niveau, c'est juste pas la même chose. On va pas demander à un gardien de foot de faire la même chose qu'un attaquant. Mais par contre, ils ont un rôle aussi important l'un que l'autre. Mais donc moi, je ne vais pas projeter sur le gardien de foot qui sait être attaquant, il a les techniques, tout. Par contre, il a les techniques de gardien de foot. Mais c'est défini. Et je suis OK avec ça et je l'ai engagé pour ça. Mais parfois, dans le temps, les fonctions évoluent, ça bouge. Et ce qui était bien défini à la base, ben, ça commence un petit peu à se rendre un petit peu mou. Et tout d'un coup, ben, les gens ils disent, mon cahier des charges, je ne sais plus ce que je dois faire, je ne sais plus comment le manager. Puis c'est là que les insatisfactions mutuelles, sans doute, commencent à germer et c'est malsain. Donc moi j'invite manager et manager, quand il y a des changements de poste, à bien clarifier, à clarifier le changement de poste, vraiment à formaliser le changement de poste, contractuellement certes, mais aussi le cahier des charges. Et puis tant qu'à faire, là c'est pas un tips, mais c'est une expérience que j'ai eue, c'est faites le certificat intermédiaire directement. Comme ça vous gagnez un temps fou. En tout cas, notez bien la vie du collaborateur au sein de votre entreprise, parce que quand il part après 15 ans, puis vous devez retracer son cursus et que vous n'avez pas noté, parce que dans une PME, on ne note pas toujours. En tout cas, moi, je l'ai noté, j'ai fait cette expérience un peu douloureuse. Et ben, pour récupérer tout, il vous coûte cher votre certificat. Alors là, on peut réduire les coûts. Non, mais c'est vrai, c'est une réalité. Donc, tenez à jour la vie du collaborateur au sein de l'entreprise en tant que manager. C'est peut-être les RH, mais le problème, c'est que très souvent, les RH disent, je ne le connais pas, je dois faire le certificat. Toi, en tant que manager, tu as vécu avec lui, qu'est-ce que tu peux me dire de lui? Et là, vous êtes deux perdus. Donc, au tarif horaire où sont les RH et le manager, ça coûte cher. Donc, voilà, on peut en amont travailler, mais c'est des petites choses au quotidien. Alors, c'est pas simple parce qu'on oublie puis qu'on est pris dans l'élan. Mais si on a un peu de rigueur, ça marche très très bien. Et puis un bon process. Un bon process, exactement. Ouais, c'est ça. Ouais, de nouveau, mais il faut mettre en adéquation avec l'entreprise, mais n'oubliez pas que un certificat de travail, c'est très pénible parce que le collaborateur peut le refuser d'une part et il faut avoir s'il a fait 15 ans, j'espère que la personne, depuis le premier jour à ces 15 années, il a évolué. Donc, s'il a évolué, il faut être capable de savoir ce qu'il a fait quand même pour montrer aussi que la personne a évolué au sein de l'entreprise. Donc, il a fait 15 ans dans la même boîte, mais il a évolué. C'est valorisant, alors que si on marque que la dernière année ou les 3 dernières années, c'est dommage parce que on ne sait pas comment il a évolué et le futur employeur, ben, il peut avoir deux choses, hein. Soit il arrive à faire passer le pas, puis il dit, expliquez-moi, puis il dit, ah ouais, vous avez quand même évolué, et il l'a pas vu dans le certificat. Soit il pose peu de questions, puis il a fait 15 ans dans la boîte, puis il n'a pas évolué, puis il va passer à côté du perle. Donc c'est aussi notre responsabilité de faire ça. Tu viens de répondre à la question que je voulais te poser, d'expliquer comment finalement une bonne gestion des ressources humaines peut influencer directement la rentabilité financière de l'entreprise. Voilà. Donc voilà, et puis c'était bien pragmatique, avec ça va vous coûter un saladier. Donc merci du partage pour les tips. Alors, on arrive
au bout de cette interview. Je voulais te remercier d'avoir participé à celle-ci. Et puis, tu as beaucoup parlé du flow. Et ce qui est intéressant, c'est que ton entreprise s'appelle CapFlow. Oui. Et donc, on sent que vraiment, c'est vraiment dans l'alchimie, dans l'ADN finalement de ton ADN que tu insuffles dans ton entreprise, cette culture d'entreprise, que tu invites les entrepreneurs à avoir. Et en fait, souvent, ils n'ont pas le temps parce qu'ils ont beaucoup de choses à faire. Et donc, pour les y aider, tu as mis en place en fait un programme en fait pour accompagner justement ces dirigeants. On a dit, hein, ça partait de tout en haut en fait, à injecter finalement auprès des directeurs et des collaborateurs. Et donc, pour les aider en fait à prendre la mesure de ce changement qui n'est pas forcément toujours facile, tu as mis en place en fait un programme d'accompagnement de dirigeants. Est-ce que tu pourrais nous en parler, Christian? Oui, tout à fait. Alors effectivement, je me suis en fréquentant un certain nombre d'entreprises, j'ai vu quelques manquements, et puis je me dis ça peut être sympa de compléter la trousse à outils des managers et de la mettre à jour aussi, tout simplement, en fin de compte. Et j'ai développé un programme qui s'appelle Management 3.0, on l'avait cité, hein, le Management Leadership Relationnel, et puis qui est en huit modules, en fin de compte, 8 modules de 4 heures chaque fois, et c'est un jeudi sur deux, pour donner la mécanique. C'est-à-dire que les chefs d'entreprise sont bien pris, les calendriers sont assez complexes, et j'ai proposé cette variante en disant un jeudi sur deux, le jeudi matin, ils sont pris pour ça, et on touche, on fait presque un 360, on touche on va justement à l'introspection, un peu savoir les méthodes de communication, comment interagir le mieux possible selon son style, etc. Quels efforts il faut faire et autre chose. On va toucher aussi des choses très pragmatiques, telles que l'organisation du temps, hein, des choses toutes simples, mais comment gérer son temps, parce qu'on oublie des fois, puis on est vite débordé, on oublie que ci ou ça, enfin voilà, deux, trois outils. Et puis on va aborder aussi quelque chose de très bien, mais qui est toujours en lien évidemment avec les premiers modules, c'est les entretiens, les différents entretiens, où là on va carrément expérimenter et jouer, et on va avoir des observateurs. Donc là on apprend, enfin les gens apprennent beaucoup, parce que c'est comme on dit, chasser le naturel, il revient au galop. C'est-à-dire que pendant les premiers modules, ils disent ah oui, il faut être comme ci, il faut être comme ça, ouais, je vais essayer. Et dans les jeux, dans l'entretien, quand on joue, eh ben, ça peut partir en cacahuète dans le sens qu'ils reviennent alors, s'il est autoritaire de base, bon, il essaye d'être le plus consensuel, le plus comment dire, questionnant, enfin, etc. Puis du coup, il commence si l'autre en face commence à l'allumer un peu, on voit qu'il repart. Et là, on fait des arrêts sur image, et on regarde, et on travaille vraiment dans la bienveillance, hein, dans la construction, et les gens, ils adorent ça, parce qu'on va juste à l'entraînement de licenciement, hein, comment annoncer un licenciement. Il y a, on travaille beaucoup sur la forme, avec très directif quand même, hein, mais sur la forme, et ça plaît beaucoup en fin de compte, et l'entretien de développement il passe aussi. Donc on a vraiment ces 8 modules, on couvre un vaste champ, c'est la trousse à outils pour moi des managers, et la mise à jour des managers avec un management actuel, et ça peut donner même l'envie à certaines personnes d'aller encore plus loin dans un développement ou dans des approches, et c'est assez. Moi, je vous donne les mots qu'on me donne, hein. Enfin, je donne les mots qu'on me donne, pour certains, on dit, ah, ben, c'est innovant, je savais pas qu'on pouvait faire comme ci, comme ça. Et donc, voilà, j'ai une approche un peu différenciante, par rapport à d'autres formations, qui sont très, très bien aussi, mais voilà, je me positionne autrement avec ce flow, ce concept du flow aussi, cet équilibre, je l'amène aussi, ce concept, pour avoir conscience de ça, déjà, pour sa propre personne. Peut-être pour une autre parenthèse, c'est que quand j'ai eu ma boîte informatique, eh bien, en fin de compte, j'ai fait ce bilan à mes collaborateurs, et je l'ai fait aussi pour moi. Là où je me suis rendu compte que j'avais fait le tour du sujet. Et je me suis dit, mon Dieu, je suis chez moi, et si je dois m'écouter, je dois quitter. Ce que j'ai fait, j'ai créé Capflow. Grâce ou à cause, je ne sais pas, non, grâce à ça, j'ai créé Capflow. Mais c'est vrai que c'est ça m'a déterminé, ça m'a permis, je me suis dit, oh, je suis chez moi, et je suis pas bien. Comment est-ce que je peux faire pour m'épanouir? Donc j'ai quitté, etc. Et là on s'est quitté avec mon associé de l'époque, on s'est quitté vraiment top. C'était génial, hein. Mais j'ai dû prendre sur moi, dire, oh, je suis dans une boîte, ma boîte, et je suis pas bien, alors que je prône ça pour mes collaborateurs. Donc j'ai fait un petit peu de coaching, et puis je me suis fait aider, accompagner, puis j'ai créé Capflow, et puis j'ai dit, je vais te donner ces informations, etc., etc. Donc voilà, donc c'est tout. Je sais de quoi je cause, si on est, quand je propose ça, parce que ça peut avoir une répercussion, et cette formation, et le but, c'est pas de vous quitter tous votre boîte, hein, c'est pas ça. Non, mais le but, c'est de se poser les bonnes questions. Et puis de se dire, ok, je suis bien, est-ce que je peux vivre avec? Ah oui, c'est le moment. Enfin voilà, des bonnes questions, enfin, d'avoir conscience. On peut tout faire, mais consciemment.
Et moi, ce que j'amène dans les entreprises, c'est ça, c'est faire les choses consciemment. Si on fait quelque chose de pas top, ben, on va être conscient qu'on risque d'avoir des conséquences spécifiques. On peut accepter d'imposer quelque chose à quelqu'un. On peut, mais on va savoir que la personne sera peut-être pas contente et va dire, elle va soit démissionner, ça c'est le meilleur des cas, on pourrait dire, soit faire des présentéismes. Et voilà. Donc, mais on sera au moins conscient et on sera peut-être plus attentif. Au lieu de dire, ah, mais c'est chef, je suis chef, il n'a qu'à faire ce que je dis, ou c'est comme ça, pas autrement. Ouais. Mais quoi d'autre? Ouais, ça coûte. Eh bien, merci infiniment, Christian. Alors, merci à toi, Jennifer, pour cette invitation. Ça m'a fait plaisir de partager et merci beaucoup. Je partagerai donc, on peut te retrouver sur ton site internet qui est capflow.ch. Exact. Et puis, pour le programme que tu proposes, il me semble qu'il est différent. Attends, Alors, on peut le trouver depuis formation sous capflow.ch, il y a formation, ou bien aller sur capflow-formation.ch, où là, on atterrit directement sur le site spécifique à la formation ou formation que je propose. Ok. Je partagerai également ton LinkedIn et ton adresse mail pour que les gens puissent te contacter. C'est cool. En tout cas, merci beaucoup pour cet échange et puis cette possibilité de m'exprimer sur ma façon de faire. Merci d'avoir répondu favorablement à cette invitation. Alors, à bientôt. À bientôt. Ciao. Ciao.